Bienvenue à vous pour cette deuxième partie du programme, une soirée spéciale élection législative en France, avec la deuxième partie des candidats qui ont eu la gentillesse d'accepter notre invitation. Il s'agit là des candidats de la zone 2, c'est-à-dire le sud de la France. Ils sont jeunes, ils sont moins jeunes, il y a des femmes. Vous allez découvrir à travers ce petit débat que je vous propose. Je vais commencer par Nessim Bendeli. Vous êtes le représentant, le porte-parole, on va dire, de la liste Jil Jadid dans la zone sud, puisque je le rappelle, chaque liste est composée de 4 candidats et qu'il n'y a pas de tête de liste. Sarah Benchir, l'une des plus jeunes, je crois que vous êtes la Benjamin même des candidates en France. Vous représentez Fajr Jadid. Merci à vous d'être parmi nous. Monsieur Ziad Latouf pour le PNA également. Monsieur Zubair Makhlouf pour l'UFDS. Azdine Djerbelou pour Tala El Harriet. Yafri Benzarga pour l'ANR. Merci, messieurs, dames, à vous tous d'accepter d'être parmi nous. Je vais commencer par la première question toute simple. À chacun d'entre vous, pourquoi vous vous portez candidat aujourd'hui? Vous avez à peu près 45 secondes pour y répondre. On commence par monsieur Nessim Bendeli. Je vous en prie. Bonjour. Pourquoi je suis candidat? Je suis candidat sur la liste Jil Jadid avec mes colistiers pour représenter Jil Jadid et dans notre projet, nous voulons instaurer l'état de droit. C'est pour faire entrer l'esprit du Hirak dans les institutions et arracher les concessions qu'on souhaite obtenir. C'est ainsi que Jil Jadid entend participer et apporter sa pierre à l'édifice. Bien, eh bien, je pose la même question pour monsieur Djerbelou, s'il vous plaît. Je me porte candidat aux élections parce que tout simplement, depuis très, très longtemps, les Algériennes et les Algériens assistent impuissants depuis longtemps à des multiplications de leurs difficultés. Et on n'a pas eu de réponse et je pense Inch'Allah, apporter des réponses claires pour l'union des Algériens et des Algériens. Monsieur Ziad Latouf, pour quelle raison vous portez candidat? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam, tfadal. يعني dans l'espoir أملي للترشح من أجل تمثيل الحزب الوطني الجزائري وهو بغية يعني إدخال التزاماتنا ضمن تمثيل الجالية الجزائرية بفرنسا وبالخصوص في المنطقة مارسيليا الثانية وذلك من أجل استدعاء الجالية الجزائرية للمشاركة في الانتخابات ديمقراطيا ولكي تقرر مصيرها يعني ديمقراطيا وذلك بروح جماعية في فضاء سلمي واستقراري. Sarah Benchir, pourquoi vous vous présentez candidate? Je suis effectivement Sarah Benchir. Je me présente aujourd'hui en tant que candidate aux législatives pour pouvoir représenter le changement. Donc, c'est d'abord une question de représentation qui est en accord avec l'amour que je porte à mon pays et pour pouvoir impulser le changement et le voir parce que jusque-là, il n'a pas été réalisé. Et, je pense que c'est à la jeune génération de montrer l'exemple cette fois. Monsieur Benzarga? Écoutez, bonjour et merci de nous avoir invités. Bien entendu, aujourd'hui, l'Algérie est sur le chemin du changement. Beaucoup d'entre nous ont exprimé un sérieux besoin de renouveau de notre démocratie grâce au Hirak authentique. Et aujourd'hui, il faut aller de l'avant et représenter notre communauté à l'étranger qui doit se sentir comme étant des Algériens à part entière et non pas entièrement à part. C'est dans cette optique-là de bien vouloir représenter cette communauté et lui donner une nouvelle visibilité que je me présente face aux électeurs pour être leur porte-parole au sein de l'APN. Monsieur Makhlouf, bonjour. Alors, la même question donc pour vous. Pourquoi vous vous présentez candidat? Salam alaikum, bonjour. Merci. D'abord, un bonjour à tous les Algériens qui sont des deux côtés de l'île, de l'autre côté de l'Héouéna, comme on dit chez nous. Je me présente aux élections pour porter la voix de la communauté algérienne dans le débat en Algérie et surtout rompre le laisser-aller d'avant. Valoriser les atouts de la communauté algérienne et redonner surtout confiance aux Algériens qui sont ici à leur patrie mère. Bien. Alors, Monsieur Djerbelou Azzedine,
Vous connaissez bien l'immigration, vous n'êtes pas à votre première, on va dire, campagne électorale. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce que vous allez pouvoir proposer? Sur quoi se base finalement le message que vous voulez porter et le projet que vous portez pour l'immigration? Tout simplement, les Algériens et les Algériens connaissent effectivement qu'il y a une détérioration de l'image de l'Algérien à l'extérieur. Nous avons donc un projet qui est commun peut-être à tous mes amis qui sont ces forces vives que je vois autour de moi. Nous avons tout simplement on promet de la création de ce qu'on appelle une permanence pour les Algériennes et les Algériens. Ça, c'est que je n'ai pas vu depuis que nos représentants sont là. Deuxième chose, nous comptons leur faire un retour, ce qu'on appelle un feedback, c'est-à-dire les informer. Donc, quand on porte des projets, les informer où on est arrivé, pour qu'ils puissent savoir si leurs, effectivement, doléances ont été prises bien en charge. Voilà donc ce qui pourrait un peu faire le plus, mais autrement, je vois que les projets sont un peu les mêmes qui se joignent et convergent. Voilà. Donc, si j'ai bien compris, votre proposition phare, on dit, c'est de créer une permanence pour les députés. Cette permanence pourrait être une forme de porte à laquelle pourront taper l'ensemble des concitoyens en France en cas de problème, de questionnement, etc. Et avec un retour certain. C'est ce que vous promettez en premier lieu. Absolument. Bien. Alors, je vais poser la même question à Monsieur Latouf. Monsieur Latouf, quelle est votre, proposition phare pour l'immigration, particulièrement l'immigration en France? La proposition phare pour notre communauté algérienne en France, elle se fonde sur un programme fondamental. Entre les deux guillemets, c'est travaillant pour le changement et pour une meilleure prise en charge de notre communauté algérienne en France dans le respect des lois du pays d'accueil et le respect des valeurs humaines que nous partageons. Bien, je pose donc la même question à Monsieur Makhlouf. Monsieur Makhlouf, quel est votre projet phare, quel est votre acte phare, votre proposition phare? Déjà, dans un premier temps, c'est la volonté de rétablir le pont qui doit exister entre l'Algérie et la communauté algérienne en France. Et par cela, ma conclusion est arrivée à créer un cercle, une permanence physique, je dis bien physique, chose qui n'a pas jamais été faite, et que j'appellerai par la suite le cercle d'Algérie. Et dans ce cercle d'Algérie, non seulement on rencontre notre député ou notre représentant qu'on a élu, et trouver d'autres, valoriser l'artisanat, l'artiste algérien, rencontrer des avocats bénévoles, rencontrer dans ce lieu que j'appellerai le cercle d'Algérie. Et je m'engage. Physiquement, il serait où le cercle d'Algérie? Physiquement, dans un premier temps, physiquement, il sera à Marseille, puisque je suis marseillais, et multiplié avec l'aide des consulats pour ailleurs. D'accord, donc avec l'aide des pouvoirs publics. En réalité, vous comptez inciter les pouvoirs publics à créer des espèces de lieux. Dans un premier temps, je m'engage à le faire personnellement sur mes propres temps. Très bien. Eh bien, nous continuons donc avec M. Benzarga. M. Benzarga, vous, quelle est votre proposition phare pour l'immigration? Pourquoi devrait-il voter pour vous? Alors, bien entendu, une proposition phare, mais aussi une méthodologie phare. La méthodologie, c'est déjà le parler franc à cette communauté, ne plus utiliser cette langue de bois qu'on a vue jusqu'à présent et des promesses électorales un petit peu populistes. Déjà, parler franc et parler direct à cette communauté. Deuxièmement, l'une des propositions phares concerne les liens entre le pays et la France, par exemple. Air Algérie, par exemple, le transport aérien ou le transport maritime. Moi, je suis pour une libéralisation du ciel aérien algérien qui aura pour deux buts. Un, la baisse des billets d'avion et deux, la multiplication des liaisons aériennes. Donc, essayer d'ouvrir le ciel aérien à de multiples compagnies aériennes qui puissent permettre aux Algériens de pouvoir faire leur traversée aérienne de manière plus fluide et moins chère. Donc, c'est une décision qui revient au pouvoir exécutif, en fait. Alors, le législateur est là aussi pour insuffler cette idée au pouvoir exécutif. D'accord. Non, j'entends bien.
puisque vous parlez de méthodologie, c'est-à-dire concrètement, vous comptez vous appuyer sur quoi? Sur un groupe de parlementaires qui défendent comment vous comptez faire? C'est ça ce que je veux dire. Alors, évidemment. Alors, bien sûr, déjà, ça commencera par les députés de l'immigration. Ils sont au nombre de 8. Si les 8 députés de l'immigration font cette proposition phare, se mettent d'accord sur cette proposition phare, parce que nous sommes là aussi pour rapporter les doléances de notre immigration, mais aussi pour trouver des solutions et apporter des solutions à cette immigration. Donc, pourquoi pas proposer au gouvernement, à l'exécutif, cette décision d'ouverture du ciel aérien algérien. Mademoiselle Benchir, pourquoi est-ce qu'on devrait voter pour vous? Qu'est-ce que vous portez comme projet phare pour l'immigration? Personnellement, la raison pour laquelle je me suis engagée, c'est d'abord pour que les Algériens puissent retrouver cette proximité, puisqu'ils reprochent souvent le manque de considération. Cette proximité que j'ai réalisée jusque-là en allant de ville en ville, pour que le citoyen algérien puisse concrètement comprendre qu'il peut avoir une personne en face de lui. Je pense être une des rares personnes qui a fait la plupart des villes qui concernent le sud de la France, pour être au service des citoyens algériens qui ont des besoins et des besoins changeants. C'est-à-dire qu'on peut aujourd'hui proposer un ou deux points sur lesquels on veut mener la campagne, mais il faut savoir que la population algérienne a des besoins changeants et qu'il faut une possibilité d'adaptation. Et donc, moi, je serai à l'écoute et je ferai les propositions en fonction de ce que veut la communauté et non pas de ce que je veux, moi, en tant que députée, servir, c'est-à-dire dans le cadre de la campagne uniquement. Monsieur Bendeli, pourquoi est-ce qu'on devrait voter pour la liste de Gilles Jadid que vous représentez dans le sud de la France? Qu'est-ce que vous portez comme projet phare pour l'immigration? Alors, la candidature de Gilles Jadid dans la région sud de la France et donc pour la communauté à l'étranger s'intègre dans le cadre d'un parti politique. Nous sommes dans un travail en commun et on vise à avoir un groupe parlementaire pour pouvoir défendre nos propositions dans les institutions. Concernant la communauté à l'étranger, notre projet de société déjà vise l'intégration nationale. Et il implique automatiquement une véritable présence de la communauté algérienne à l'étranger dans le processus que nous engageons. Et c'est ainsi qu'on peut faire vivre la démocratie. Notre projet, donc, est pour ça, on a produit un programme politique en plus de notre projet de société. Et dans ce programme politique, notre travail, nous, Gilles Jadid, monte. Donc, la communauté à l'étranger, nous avons produit 27 propositions. Ces 27 propositions sont consultables sur notre site giljadid.org et sont organisées en thèmes. Nous parlons de citoyenneté pour renforcer le lien entre le citoyen, les Algériens de l'étranger et l'Algérie. Nous parlons de solidarité. Nous voulons qu'il y ait de la solidarité avec nos aînés. On parle par exemple, de maisons de troisième âge. On arrête ces foyers. Plus de solidarité avec nos aînés. Voilà, avec les plus jeunes aussi, les étudiants. Je pense aux étudiants aussi. Nous voulons aussi bien naturellement des mesures en faveur de l'investissement, puisque l'expertise qu'il y a, c'est un potentiel humain qu'il y a, ces Algériens qui sont à l'étranger. Donc des mesures en termes de capital humain, mais aussi de capital tout court en faveur de l'investissement en Algérie pour la création d'emplois. Nous voulons aussi des mesures de la simplification pour les démarches. On rencontre les citoyens sur les terrains, on écoute. Beaucoup de simplification. Ils souhaitent la simplification des démarches et pour ça, on croit à la digitalisation pour faciliter les choses. On a des mesures concrètes qu'on peut consulter. Aussi, on prend des mesures d'ordre scientifique, culturel. On vise les universités, on vise la représentativité aussi pour une maison d'Algérie. C'est un projet qui a longtemps été abordé. Tout cela s'intègre dans un travail commun et dans un groupe parlementaire, nous sommes dans une candidature collective. Je ne pense pas qu'un candidat qui soit seul ou dans la mentalité de tête de liste puisse défendre un projet comme ça. Et c'est ce travail-là que nous souhaitons mener et tout en donnant sa place à part entière, puisque nous visons l'intégration nationale à Gilles Jadid pour la communauté algérienne à l'étranger. Je rappelle juste, parce que vous avez le temps de parole pour les uns et pour les autres, approximativement, si l'un d'entre vous veut rajouter quelque chose par rapport aux propositions, qui n'hésite pas, parce que vous ne les avez pas tous consommés en termes de temps de parole. Je ferme la parenthèse et je passe à ma prochaine question. Pardon ? Si vous permettez, madame. Je vous en prie, j'allais justement vous donner la parole. En réalité, voilà. Je vous en prie. Vous voulez voilà, je reviens juste sur les propositions qui ont été faites. Aujourd'hui, il ne faut pas dire aux Algériens qui sont ici en France qu'on va leur proposer des billets moins chers, parce que ça ne dépend pas de la compagnie en elle-même.
j'en passe là-dessus. Aujourd'hui, moi, ce que je propose sur le transfert, comme il disait M. Fi, c'est d'ouvrir l'espace algérien pour la concurrence, pour le low cost, par exemple. Et surtout, voir avec les familles nombreuses et les gens qui sont démunis ici, qui ne peuvent pas partir, pour la simple raison que leurs enfants ne peuvent pas y aller visiter un pays qui est leur. Avec une femme qui a 3 enfants qui touche 1 000 euros, c'est impossible qu'elle puisse acheter un billet. Je ne vais pas parler des billets actuellement, mais un billet qui est aux alentours de 300 euros, ça leur fait 1 200 euros. Donc, elle économise 3 mois de salaire pour qu'elle puisse partir. J'entends bien, on a vu des billets même en autre, tout à fait. Voilà. Surtout, moi, j'ai pensé aux cautions familiales, qui est le rapport entre le salaire et le nombre d'enfants. Et à mais partir de là, du coup, concrètement, le diagnostic, on le connaît tous, que les billets sont chers, que les familles sont nombreuses, que l'été, les gens repartent. Concrètement, on doit créer la carte famille nombreuse tout court pour ce genre de voyage, pour l'Algérie, que ce soit sur maritime ou aérien. La compagnie en elle-même, algérienne. Vous venez de dire qu'on n'a pas la main sur la compagnie. Non, mais la compagnie algérienne peut le faire. On ne peut pas le faire sur toutes les compagnies, mais la compagnie Air Algérie peut le faire parce que ce citoyen, c'est un Algérien. Il a des droits comme des devoirs envers cette Algérie. Donc, l'Algérie doit quelque chose. Au risque de me faire, on va dire, voilà, mais Air Algérie, je ne dis pas pour vous, je dis pour le public de façon générale, parce que j'ai l'immense chance de rencontrer beaucoup de gens dans ce métier. Mais Air Algérie est une entreprise, certes étatique, mais elle est commerciale. Donc, vous voyez, elle obéit quand même à une... Aujourd'hui, madame, on subventionne beaucoup de choses pour les Algériens qui sont en Algérie. Voilà, donc vous proposez qu'on subventionne les billets. Voilà, on participe rien pour les Algériens qui sont ici. Donc, pensons à ces Algériens qui sont démunis ici en France et qui veulent y aller. D'accord, donc concrètement, pour vous, subventionner les billets, notamment pour les familles les plus démunies. Participer sur la base du quotient familial. Très bien, merci. Voilà. Alors, je donne la parole, puisque vous venez de la prendre, à Monsieur Benzarga. Monsieur Benzarga, concrètement, est-ce que vous avez pensé à le budgétiser? C'est-à-dire que moi, je suis un citoyen lambda, je vous écoute les uns les autres me proposer des idées, etc. Est-ce que vous avez budgétisé la concrétisation de vos idées? Est-ce que c'est dans vos moyens? Est-ce que c'est dans les moyens de l'État? Comment ça se passe? Expliquez-nous. Alors, déjà, budgétiser un programme législatif, je pense que c'est du quasi impossible puisque nous sommes pas sous une élection présidentielle. J'entends bien. C'est-à-dire que moi, je parle de propositions phares. En l'occurrence, il y a certes des demandes qui reviennent très souvent. Il y a la question des billets d'avion, certes. Il y a la question des rapatriements, des dépouilles mortuaires. Il y a quelques problématiques qui sont très récurrentes, dans lesquelles on ne devrait pas renfermer certainement l'immigration, mais qui sont quand même des soucis assez quotidiens et assez nombreux pour quand même les mettre sur ce tapis de débat. Et donc, est-ce que s'il y a un moyen, si vous avez proposé un moyen pour notamment ces deux problématiques qui sont des problématiques strictement commerciales, est-ce que vous avez une idée budgétairement comment est-ce qu'on peut s'en sortir? Bien entendu. Au contraire, si je prends par exemple la mesure que je vous ai citée tout à l'heure, celle de l'ouverture du ciel aérien algérien, au contraire, ça rapportera de l'argent. Vous venez de le dire vous-même, Air Algérie est une entreprise commerciale. Étant une entreprise commerciale, si la libération du ciel aérien algérien est ouverte, elle est en concurrence avec d'autres compagnies aériennes qui elles-mêmes vont payer des taxes et des droits de stationnement dans les aéroports algériens. Donc au contraire, ça va rapporter de l'argent à l'État et ça ne va pas coûter de l'argent à l'État. Et Air Algérie, par exemple, devra se conformer à la loi de la concurrence et donc proposer elle aussi des billets et proposer des destinations qui lui permettront à elle de rapporter de l'argent. Moi, les propositions que je fais dans le cadre de mon programme et celle de ma liste, c'est vraiment pour améliorer la vie quotidienne de nos concitoyens établis ici. Je vous donne un exemple tout concret. Dans l'une de nos thématiques mobilité et transport, c'est améliorer l'accueil des Algériens dans les ports et les aéroports. Ça passe par des mesures toutes simples. Facilitation pour les familles avec enfants ou les personnes handicapées à travers un couloir, ce qu'on appelle un couloir vert. Qui existe déjà, mais le développer. Par exemple, faire une espèce d'opération marhaba ou d'une opération de bienvenue dans ce style-là pour en fait essayer d'enlever le carcan de l'attente dans les ports et les aéroports pour les familles, pour les personnes âgées, etc. Faciliter les démarches administratives.
casser cette bureaucratie. Par exemple, quand on veut importer une voiture, quand on veut rentrer avec des bagages, etc., il y a une certaine lourdeur, qu'elle soit administrative ou lourdeur, on va dire, du train-train quotidien dans les ports et les aéroports qu'il faut casser. Il faut améliorer cet accueil, il faut accélérer cet accueil, il ne faut pas que ça devienne une corvée pour le concitoyen de rentrer dans le pays. Au contraire, il faut que ça soit facile de pouvoir rentrer au pays. Donc, les mesures qu'on développe, c'est par exemple améliorer, aider à l'amélioration des conditions d'accueil dans les consulats ici en France. La seule mesure que je dirais qui pourrait coûter des deniers à l'État, c'est une des propositions qui dit qu'il faut qu'on travaille de concert avec le ministre des Affaires étrangères afin de développer le réseau consulaire. Parce que c'est vrai, parfois nous avons des concitoyens qui font plusieurs centaines de kilomètres pour pouvoir aller dans un consulat. Vous prenez le consulat de Bordeaux, par exemple, c'est plus de 10 départements. Donc ça coûtera de l'argent aux deniers publics. J'ouvre une parenthèse, puisque vous en parlez. On l'a vu sur l'antenne de Canal Algérie. L'ambassadeur d'Algérie en France avait déjà annoncé, il y a moins d'une semaine, la réouverture d'un consulat à Rouen et l'idée que tout un programme dans ce sens va être mis en place. Donc, je ferme la parenthèse. Je voudrais savoir, avant de continuer donc avec monsieur Djerbelou, avant de passer à une autre question, est-ce que sur la question des propositions, on a fait le tour pour les uns et pour les autres? Je présume que oui. Très bien. On a fait le tour, mais peut-être que j'aimerais répondre, j'aimerais rajouter un dernier point. Je vous en prie. Je pense qu'à un moment donné, il faudrait arrêter de faire des propositions bateau et toujours revenir à cet assistanat qu'on veut mettre à disposition aux citoyens algériens. Aujourd'hui, le citoyen algérien est un citoyen indépendant. Il a simplement besoin d'être administré, accueilli, informé, orienté et protégé. Le citoyen algérien a un cerveau qu'il utilise pleinement. Et il ne s'agit pas de lui tenir la main et de lui dire on va aller par ceci, on va aller par cela. Il faut simplement lui montrer des options qui s'offrent à lui et en fait trouver non pas le quoi, mais le comment réaliser les objectifs de chacun d'entre nous ici. Monsieur Djerbelou, la chose qui ressort le plus souvent, c'est pourquoi vous faire confiance. Cette question de confiance, de défiance entre le citoyen et l'éventuel député que vous allez être demain, elle est quand même posée avec acuité. Pourquoi est-ce qu'il y a un moyen? Est-ce que vous avez réfléchi à cette question-là et comment rétablir cette confiance? Avant, si vous permettez-moi donc de revenir juste sur la budgétisation. Donc, mon ami Zarga a déjà ouvert une brèche. Nous avons donc des solutions sans trop faire appel donc à l'État, faire ce qu'on appelle représenter, créer donc ce qu'on appelle des commissions pour représenter les produits algériens qui sont donnés connus donc à l'étranger. Ça, c'est un élément phare qui peut être ravitailleur donc, en termes de finances. Deuxième chose, il suffit pour c'est vrai que les besoins des Algériens, le rapatriement, le billet le plus cher, donc le droit au logement en Algérie, comme les Algériens qui sont là-bas. Mais il suffit donc ici de leur dire que vous avez une petite cotisation donc, au niveau donc, des consulats, au niveau de l'État. Donc, vous savez, nous sommes à peu près actuellement dans les 5 millions, mais il y a seulement 1 million qui sont enregistrés et qui peuvent voter, multiplié par donc les 2 millions seulement. Ce qui revient à ma question, on va arrêter avec les propositions, ce qui revient à ma question de défiance. Vous avez dit 5 millions, il y en a 1 million qui sont inscrits. Le plus gros problème, c'est de ramener ces Algériens pour qu'ils puissent donner la confiance donc, à l'Algérie et à ceux qui le représentent. Vous savez, depuis 2015, j'ai travaillé comme responsable coordonnateur du Rassemblement des Algériens. J'ai travaillé avec des associations humanitaires. Oui, mais j'entends bien. J'ai dit tout à l'heure que vous étiez... Voilà. Les propositions et les besoins sont les mêmes. Mais qu'est-ce qu'on peut ramener? Donc, il suffit donc d'une petite cotisation pour les Algériens. Actuellement, ils sont en train donc, de mettre 90 à 100 euros pour une cotisation pour qu'ils soient rapatriés. Vous voyez? D'accord. Si j'ai bien compris, vous pensez plutôt à créer des espèces de caisses participatives qui permettraient à tout un chacun de résoudre un certain nombre de problèmes dans les rapatriements, etc. Mais, mais revenons à ma question qui est la défiance.
pourquoi et comment on peut vous refaire confiance? Pourquoi l'immigration peut-elle faire confiance à un député? Quel est le pouvoir de ce député? Qu'est-ce qu'il peut faire réellement pour elle? Son pouvoir, c'est de représenter, sa ligne phare, c'est de représenter ces Algériens, de porter leurs besoins au plus haut niveau. Donc, et légiférer donc certaines lois pour il suffit de quelques petites choses très simples pour qu'il ait confiance. Pour qu'il ait confiance, l'Algérien, il n'est pas difficile, mais il faut qu'il ait quelque chose, donc, melmous, donc pratique, donc qu'il la voit réellement. Et là, nous comptons justement créer ce qu'on appelle d'abord, ramener cette confiance des Algériens et leur dire que voilà qui nous sommes d'abord. Pour vous, la confiance se rétablit ainsi, en montrant que finalement, en tenant ses paroles, etc., faire des choses concrètes, eh bien, on rétablit la confiance. Je pose la même question à M. Makhlouf. Dans ma réflexion en elle-même, dès le départ, c'est rétablir la confiance. Moi, j'ai la chance de faire l'école d'ingénieur en Algérie. Je suis ingénieur d'État, donc et j'ai eu la chance aussi de faire des études supérieures ici, d'avoir un doctorat. Aujourd'hui, je me dis, à mon âge, j'ai envie de redonner confiance aux Algériens à travers mon expérience et à travers mon vécu et donner 5 ans de ma vie à cette Algérie qui m'a éduqué, élevé, etc. Redonner la confiance, c'est créer un pont avec l'Algérie, créer un pont sur le plan. On ne va pas revenir sur les propositions parce que je n'ai pas envie de rentrer dans la réflexion. On avance dans le débat. Le pont, c'est déjà informer l'Algérien en temps réel. Informer l'Algérien en temps réel et être transparent. C'est-à-dire, on ne peut pas laisser l'Algérien à l'extérieur, à l'étranger, en lui envoyant par petits goutte à goutte l'information. Je reviens sur l'histoire des billets. Si ce gouvernement avait informé au départ, comme il a dit le président, de mettre en place un protocole de rentrer en Algérie, l'Algérien est intelligent. Il ne faut pas prendre les Algériens pour autre chose. L'Algérien est intelligent. Si vous lui dites quelque chose, il comprend. Donc, c'est pas. Si vous lui donnez les choses en fractions, alors il est obligé de spéculer, il est obligé d'extrapoler, et à un moment donné, ça crée des incidents. Donc, vous estimez que la transparence et l'information à portée de tous est le vecteur essentiel pour le rétablissement de la confiance. C'est la première réflexion qu'il faut faire là-dessus. Monsieur Benzalga, toujours la même question. Comment on peut rétablir la confiance? Alors déjà, il faudra partir d'un constat. La défiance envers les décideurs politiques, elle n'est pas exclue, elle n'est pas que pour l'Algérie. C'est un phénomène qui prend de l'ampleur au niveau mondial. Regardez en France, par exemple, le taux d'abstention lors des élections municipales ou législatives ou cantonales. Donc déjà, c'est un constat, c'est un phénomène mondial. Ensuite, comment redonner confiance aux électeurs pour voter pour les députés, pour les représenter? Déjà, moi, ce que je dis, c'est que je ne connais pas les problématiques des Algériens, je les vis. Ça, c'est une différence. Nous vivons ces difficultés-là, nous vivons ici, donc nous savons de quoi il s'agit quand il s'agit de partir face aux démarches administratives, savoir ce que c'est aussi de partir et de ne pas avoir les mêmes droits, par exemple, pour les prêts bancaires, pour les investissements, etc. Donc, nous vivons ces difficultés-là. Ensuite, ça passe aussi à travers le changement qui est en train d'être opéré actuellement. Nous sommes en train de vivre un véritable changement. Moi, à 30 ans aujourd'hui, je suis candidat. Ça n'aurait pas pu être possible, par exemple, sans les réformes politiques des derniers mois. Donc ça, c'est aussi le changement qui est en train d'être opéré, qui fait que j'ai confiance au changement qui est en train d'être opéré aujourd'hui. Et je pense que le citoyen, en général, il a cette confiance-là parce qu'il est en train de voir ce changement-là. Il est en train de voir des nouvelles têtes avec des nouvelles méthodologies. On a une autre approche envers le citoyen à travers les réseaux sociaux, à travers une communication directe, franche. Donc, c'est tout ça qui fait que, petit à petit, je pense que nous saurons redonner confiance aux citoyens et avoir ce lien-là. Parce que l'Algérien, qu'il soit ici ou qu'il soit là-bas, il a besoin de quoi? D'attention, d'écoute et d'être considéré. Voilà ce qu'il a besoin, l'Algérien, en général. Sarah Béchir, quelque chose à ajouter? Je vous en prie, comment on peut rétablir la confiance? Je crois que vous n'êtes pas tout à fait d'accord. En effet, moi je pense que pour pouvoir rétablir la confiance aux Algériens, il faut d'abord que des personnes qui ont les mains propres se présentent. Et à partir de ce moment-là, ce serait déjà un premier pas à entreprendre.
Moi, ça fait 20 ans, enfin, pardon, 20 ans, non, ça fait pas 20 ans que je vis en France, ça fait seulement 7 ans. Je suis venue en tant qu'étudiante et pendant les 7 dernières années, je ne savais pas qu'il y avait une personne vers qui me diriger pour pouvoir exposer certaines difficultés auxquelles je faisais face en tant qu'étudiante. C'est une catégorie d'ailleurs qui est la plupart du temps écartée dans les programmes qui ont été établis par les autres candidats parce que j'ai pris le temps de les lire et de les analyser. Les étudiants, sauf par certains partis, ont été négligés et certains points juridiques n'ont pas été abordés. Et la deuxième raison pour laquelle je pense que la confiance en ce qui me concerne peut être rétablie, c'est que j'ai un master en droit international et un master en droit des étrangers. Donc, que ce soit pour les lois qui régissent les étrangers en France, dont font partie les Algériens, mais tout simplement par le fait du fait que j'ai un diplôme en droit, fait que j'ai les compétences pour pouvoir répondre de façon juridique aux problématiques qui pourraient être problématiques sociales qui pourraient être soulevées, les traduire de façon juridique et les porter devant l'Assemblée nationale, devant l'Assemblée législative. Oui. Donc, pour vous, rétablir la confiance, c'est déjà être en soi capable de maîtriser ce que c'est qu'une législation, une loi, etc. Et donc à partir de là, ça permet, je résume, hein, je vous en prie si vous voulez rajouter quelque chose, c'est votre espace de parole, pas le mien. Avoir les mains propres. Ne pas avoir un passif qui soit lourd, avoir les compétences, avoir la volonté de réellement servir la communauté algérienne. Et ça, c'est les trois éléments sur lesquels j'aimerais baser ma réponse. Est-ce que je peux rajouter... Monsieur Bendaïli, pardon, je donne d'abord la parole à Monsieur Bendaïli, il ne l'a pas encore fait. Monsieur Bendaïli, s'il vous plaît. Par rapport à cette défiance et à cette perte de confiance, justement, pour être sur le terrain et avoir parlé à beaucoup de personnes, et pour être hirakiste, je dois vous rappeler que le 22 février, nous avons vécu une étape exceptionnelle, une révolution tranquille en Algérie. Les citoyens algériens se sont réappropriés leur citoyenneté, justement. En tant que membre de Jil Jadid, auparavant, nous avons activé au sein de Mouatana, citoyenneté, et nous avons parlé des choses, nous avons aussi travaillé dans le Hirak, dans un cadre structuré. Nous avons proposé les autorisations pour les manifestations. J'ai constaté que beaucoup ont brillé par leur absence, et du moins, s'ils étaient là, ils prenaient des selfies. Nous étions, nous, Jil Jadid, dans un travail structuré, dans un travail visant justement à cette citoyenneté que les citoyens algériens se sont réappropriés. Nous voulons justement que ça se concrétise. Nous voulons la concrétisation de tout cela. Nous disons que c'est une chance pour le changement. Justement, entrer dans les institutions, c'est ce que nous voulons, par de nouvelles pratiques, par une nouvelle classe politique, des jeunes. Nous sommes 90% dans les listes de Jil Jadid, moyenne d'âge 39 ans. 90% sont des diplômés universitaires et une parité à 45%. Nous voulons une nouvelle classe politique qui puisse, par de nouvelles pratiques, par leur éthique, par comme on dit, les mains propres, inspirer à nouveau la confiance. Et justement, ce climat de défiance, c'est par de nouvelles pratiques. La confiance ne se décrète pas, elle s'acquiert. Nous visons la concrétisation. Donc, une chance pour le changement, c'est ce que nous pensons. Donc, la confiance, on va vers les citoyens, on leur parle et on sait que la confiance doit s'acquérir. Et justement, on a compris l'idée. Je voudrais d'abord donner la parole à Monsieur Latouf pour répondre à la même question, revenir par la suite à Monsieur Benzalga qui avait une remarque à faire sur les propos, puis vous, Mademoiselle Belchir. Donc, Monsieur Latouf, s'il vous plaît, rétablir la confiance, ça se passe comment d'après vous? Rétablir la confiance, c'est un point très important pour un député. Vous savez, dans la pratique passée par les députés, les gens ils sont un peu choqués parce qu'ils disent que chaque fois un député il est élu, il change de puce et de numéro de téléphone. Donc l'accessibilité, c'est l'avatar de mon programme. Donc que je sois accessible pour toute la communauté algérienne dans le cas de besoin, pour transmettre leurs préoccupations et d'aller aussi interpeller le pouvoir législatif dans ces sessions, et aussi d'interpeller le pouvoir exécutif pour prendre en charge les préoccupations sur le plan économique, social, culturel, commercial, sur le plan de santé, éducatif, et d'élargir les ponts qui nous lient
par l'édifice qui a été déjà instauré par nos aînés, j'inscris mon programme dans la continuité du programme républicain populaire algérien pour préserver les intérêts vitaux de nos concitoyens, de notre communauté algérienne en France. À titre d'exemple, cette période que nous traversons, afin de répondre aux attentes qui sont transitoires, vu l'état d'exception, car nous subissons les mêmes problèmes et les mêmes soucis. Car notre liberté de circuler est restreinte vu l'état d'exception sanitaire. Les déplacements sont limités. Donc, il fallait transmettre un message à tous nos concitoyens que le provisoire ne dure jamais. Vu la diminution des échanges économiques, vu la diminution des échanges commerciaux, touristiques, éducatifs et pour les chercheurs et santé, ils ont compris par l'accessibilité. Chaque fois, ils m'interpellent, je réponds à leurs attentes, je leur explique, ils ont l'esprit apaisé et souple, avec sagesse, avec civisme. Pour vous, pardon, et surtout rectifiez-moi si je me trompe, pour vous, rétablir la confiance avec les potentiels électeurs, avec le citoyen, passerait par une disponibilité post-élection. Monsieur Benzerga, s'il vous plaît, donc vous aviez une remarque à faire, je vous écoute. Oui, effectivement, j'avais une remarque à faire par rapport à celle de Madame Benchir qui a parlé en disant pour se présenter, il faut avoir les mains propres. Je suis quand même assez étonné par cette remarque. Je sais pas, je ne veux pas lui faire de procès d'intention, mais je sais pas si elle vise quelques candidats. Je voudrais quand même rappeler que l'ANI au niveau d'Alger a fait ce tri-là au niveau des candidats et qu'aujourd'hui, nous sommes fiers tous d'être candidats dans cette élection-là, puisque nous avons tous les mains propres, puisque le filtre a été fait des gens qui ont les mains non propres. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, tous les candidats qui sont en lice ont cette légitimité-là et cette fierté-là d'avoir les mains propres, puisque aucun soupçon ne plane sur aucun des candidats. C'était la seule remarque que je voulais faire par rapport à la remarque de Madame Benchir. Vous estimez que vous êtes au même niveau, entre guillemets, d'intégrité, puisqu'un travail d'enquête a été fait et validé par l'autorité de l'ANI à Alger, représenté ici par 2 coordinateurs qui, juste pour vous le signaler, suivent notre débat pour la zone sud en direct en ce moment même. Salah Benchir, vous aviez une remarque. Je vais commencer d'abord par rapidement, oui. Monsieur Benzerga, lorsque je parle de main propre, je fais allusion à la transparence que le futur élu doit absolument tenir du début jusqu'à la fin. Que la politique ne pervertisse pas le candidat devenu élu, c'est ce que vous voulez dire. Exactement. Et j'aimerais rajouter faire une petite allusion à Monsieur Bendali qui a dit il a donné des statistiques par rapport à la jeunesse. Effectivement, Jil Jadid n'est pas le seul parti qui a des jeunes. On se ressemble dans le sens où nous avons des jeunes, nous aussi, à El Fajr Jadid, avec un nom qui est un peu ressemblant. Ensuite, j'aimerais parler des personnes qui pourraient dire qu'elles sont accessibles 24 heures sur 24. Je ne vais pas les traiter comme étant le SAMU ou la police nationale, mais l'Algérien est assez intelligent pour pouvoir se rendre à une permanence. Et cette permanence, lorsqu'elle ouvre ses portes à ses citoyens, l'Algérien comprendra qu'il faudra s'y rendre. Simplement, il ne faut pas qu'elle fasse comme par exemple les consulats où elle s'installe dans de grandes villes. Non, il faut non seulement une permanence, mais que le député se déplace, qu'il aille à la rencontre de ses citoyens. Donc, à part M. Benzerga, Mademoiselle Benchir, Nessim Bendali, allez-y, parce qu'il faut vraiment que je revienne quand même à M. Djerbelou et également aux autres candidats qui ont précédé cette parenthèse. Allez-y. Mademoiselle Benchir a dit que le Djihadine n'était pas le seul parti. Entendu, j'aimerais voir les chiffres. Parlons de façon factuelle, fournissez-moi les chiffres pour votre parti. Nous savons que l'ANI a fixé les conditions, la nouvelle loi électorale a fixé les conditions pour être éligible. Nous avons travaillé pour fournir les chiffres et pour être en conformité avec le changement que nous souhaitons pour le pays. J'aurais juste une petite précision aussi. Justement, je rejoins une idée qui disait c'est fini cette mentalité d'azétosmed, c'est fini la mentalité de dire voilà, le peuple est en colère, on lui donne zét, on subventionne, etc.
Là, on veut de la citoyenneté. On veut que le citoyen occupe pleinement sa place. Il faut que la démocratie prenne vraiment soit ancrée dans le pays, que l'état de droit, c'est ce que nous souhaitons. C'est pour cela que les Algériens sont sortis dans la rue. C'est d'abord une crise politique. Il y a une crise économique et sociale, tout à fait. Mais c'est en résolvant la crise politique, c'est en ayant un gouvernement représentatif, le Parlement représentera, le gouvernement sera à l'image du Parlement, justement, et c'est comme ça que nous devons travailler. Donc, c'est d'abord les institutions que nous devons changer, nous devons travailler, nous devons penser local, nous devons faciliter le climat administratif, nous devons améliorer les banques. Les banques sont des banques administratives, nous devons les améliorer. Une banque administrative nuit à la dynamique du marché. C'est tout cela qu'il faut faire. Et donc, d'abord, résolvons la crise politique. Ensuite, on vous a entendu, M. Bendali. Je voudrais quand même revenir à M. Djerbelou, qu'on a plus ou moins perdu là, dans cette petite parenthèse entre débat d'idées. D'abord, je voudrais savoir, M. Djerbelou, pour parler à Al-Hurriyet, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter à ce que vous venez d'entendre déjà? Simplement, je voulais dire donc, que être militant, c'est être engagé et actif. Pour la simple personne que vous voyez devant vous, j'active pour les Algériens sans être élu. J'ai donc une association qui s'appelle le Rassemblement Algérien. S'il vous plaît, parce qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ont des associations, donc voilà. Pour vous dire que il faut donc donner, et là il en dit donc la plupart, confiance à ces Algériennes et ces Algériens. Et par la pratique, par des choses pratiques qu'ils veulent, parce que leurs besoins sont énormes et sont communs, que tout le monde connaît. Voilà, donc D'accord. Je peux donc passer la parole à M. Merlouf? Oui. Je reviens sur deux propos qui ont été tenus. Je voudrais aujourd'hui dire à tous les candidats, le Hirak est au-dessus de tout le monde. Personne ne peut se revendiquer du Hirak. Hirak, il est au peuple, il reste au peuple, et c'est grâce à lui qu'aujourd'hui on est là. Sinon, on serait ailleurs chez nous dans nos boulots respectifs. Deuxième observation sur la jeunesse, comme elle disait mademoiselle tout à l'heure, ou madame, si je peux pas. Madame Benchir, oui. Madame Benchir. Certes, aujourd'hui, on a respecté la parité dans tous les groupes. Aujourd'hui, moi, pour parler que de mon groupe, on a respecté la parité. Et aujourd'hui, si je suis là, c'est parce que je suis nouveau dans ce monde de politique, parce que je voulais donner quelque chose. Je suis venu parce que j'ai quelque chose qui bouillonne à l'intérieur, et de quelques mois, c'est même pas quelques années, c'est quelques mois, et je bouillonne à l'intérieur quand j'entends des choses ont été dites, de parler de chiffres, de parité, de respecter, pas respecter. Aujourd'hui, l'Algérien a besoin d'actes, a besoin de travailler, a besoin d'être écouté, a besoin d'être pris en considération. C'est tout ce que il a besoin, l'Algérien. L'Algérien, c'est un travailleur, parce que s'il ne travaille pas, parce qu'on l'a poussé à ne pas travailler. Si on lui donne les moyens, on l'écoute, on l'entend et on lui parle, l'Algérien est capable. On l'a vu, quand l'Algérien est au pied des murs, il fait des miracles. Voilà ce que je voulais dire. J'aimerais maintenant me faire un peu le porte-voix, finalement, de monsieur et madame Lambda. Une idée qui revient très souvent, qui est ancrée, finalement, dans la psychologie même du potentiel électeur, qui est un candidat, c'est 40 millions, point barre. Or, chacun d'entre vous dit qu'il est là pour servir. On parle de militantisme, on parle de cause, on parle d'unité nationale, on parle... Est-ce que, comme certains, d'ailleurs, pays du Nord, vous accepteriez d'être député sans être rémunéré? Je vous en prie. Oui? Oui, allez-y, M. Kholouf. C'était à vous la parole, voilà. Continuez. Pardon. Aujourd'hui, si je suis parti pour ces élections 2021, je suis parti il y a très peu. Je n'ai pas eu le temps de préparer vraiment ma campagne. Aujourd'hui, comme je me suis réuni avec des responsables, j'aurais dit aujourd'hui, moi j'ai été formé en Algérie, je suis ingénieur, je suis docteur d'État en France, j'ai une société. J'ai dit aujourd'hui, si l'Algérie, si je pars, si, Inch'Allah, je serai élu avec mon numéro 9, ils vont me donner, j'avoue que je ne connais pas du tout le salaire. Pour ma personne, je disais tout à l'heure, je prends à mes frais le nouveau cercle d'Algérie. Mais est-ce qu'un député qui quitte sa fonction pour exercer dans l'État, dans l'hémicycle, si il est, on va dire... C'est une idée très lancée dans le Nord, hein. Voilà. De l'Europe. Pour ma personne, ça ne me dérange pas du tout.
Mais est-ce qu'il y a des salariés qui sont présentés, doivent être en mise en disponibilité? Pas obligé d'avoir un minimum pour vivre. Monsieur Benzerga, à vous la parole. Je pense que la personne qui répondra à la question par oui, je suis d'accord, je pense que c'est du populisme. Tout salaire, tout travail mérite salaire. Quand vous C'est pas un travail, c'est un engagement. C'est toute la différence. Non seulement un engagement, mais c'est un véritable travail. Quand vous déplacez sur 58 départements français pour... Non, on ne parlait pas de frais, on parlait de salaire. Non. Oui, mais j'ai bien compris. Quand vous vous déplacez, etc., c'est un véritable travail. Là, on est en pleine campagne électorale. On sait quelle va être notre tâche par la suite. Mais je suis désolé. Aujourd'hui, c'est un garde-fou quand même, la rémunération du député. Le fait d'avoir une rémunération, c'est aussi ne pas permettre aux députés ou aux sénateurs de voir ailleurs. Vous voyez ce que je veux dire? Non, je ne suis pas pour une non-rémunération du député, pour la seule raison, c'est que c'est un engagement, certes, qu'il prend en dépend d'autres engagements qu'il aurait pu avoir ou son travail, et donc c'est un engagement militant, comme vous le dites, mais c'est un travail voulu aussi. Donc non, je pense que ce serait populiste que de dire que les députés ne doivent pas être rémunérés. Je vous en prie, monsieur. Juste pour répondre à monsieur Benzerga, non, je ne suis pas du tout opposé au salaire des députés. J'ai dit pour ma personne, je peux m'en passer. Bien. Pour ma personne, c'est entendu. Madame Belchir. Alors moi, je suis encore mitigée sur la question. Je pense que il est nécessaire de fournir une indemnité aux députés parce qu'il exerce une fonction, parce qu'il répond à... il est censé être présent, bien que ça n'a pas toujours été le cas dans le passé. Il est là pour les citoyens, il est là pour les servir. Dire qu'il n'y a aucune indemnité pour le député ouvrirait simplement les portes à une élite, celle qui a les moyens, mais celle qui ne sera pas toujours bien formée. Et aujourd'hui, je pense que la personne qui a les compétences mérite certainement une indemnité parce qu'elle sera là au service. Elle va mettre à disposition ses compétences au profit des citoyens algériens résidant en France. De toute façon, il y a une partie de l'indemnité qui, dans mon cas, sera redistribuée aux associations dans le cadre de concours. Je pense qu'il vaudrait mieux peut-être privilégier une redistribution de cette indemnité-là pour pouvoir... Je voudrais donner la parole à M. Blactis. Qu'est-ce que vous en pensez? Merci pour cette question, madame. À moins que le député va être discriminé par rapport aux sénateurs, par rapport aux ministres, aux consuls, aux ambassadeurs, au gouvernement. Donc, cette question elle doit être adressée directement au peuple algérien. C'est le seul qui peut répondre. Si référendum là-dessus? C'est le peuple algérien qui peut donner son opinion. Si un député ou un sénateur peut toucher une indemnité ou pas. Donc, vous estimez que c'est une question à soumettre sous forme référendaire ou quelque chose comme ça? Absolument, madame. Scrutin, référendum, vote. Vous ne voulez pas le développer plus que ça, parce que je vais passer la parole à monsieur Gerbello. Elle appartient au peuple. C'est lui la source du pouvoir, madame. Très bien. Non, mais c'est juste que j'essaie de vous donner le plus de temps de parole possible. Il est consacré dans ces dispositions que le peuple, dans des questions de souveraineté, et c'est à lui qui revient la décision, et par voie démocratique et par voie de vote, madame. Monsieur Gerbello. Oui, alors, qu'est-ce que vous en pensez? Madame Delecette, effectivement, c'est vrai, on entend parler que les députés, ils courent derrière les 40 millions, c'est une réalité réelle. Moi, je suis pour d'abord pour distinguer salaire et indemnité. Je pense qu'il peut être adapté donc, à une vie normale parce qu'un député doit représenter, c'est le reflet en même temps du peuple et de l'Algérie. Donc, en même temps. Ça, c'est une réadaptation dans le salaire. Les indemnités, je suis pour qu'ils soient adaptés au projet que le législateur, donc ou le député, doit présenter sur les volets. Là, je propose un petit volet donc, qui est social, volet économique, volet compétences et volet étudiant, que ces indemnités soient effectivement adaptées au contenu des projets qu'ils traitent. Et là, je pense que c'est les financiers qui peuvent facilement les traduire. Donc. Pour être clair et être sûr d'avoir bien compris votre idée, vous pensez que le salaire, et non pas l'indemnité, le salaire d'un député doit être proportionnellement raisonnable par rapport au SMIC des gens qu'il représente, enfin, le SMIC pratiqué en Algérie, le SMIC pratiqué
à l'étranger par rapport donc, si c'est ça l'idée, et contrairement aux indemnités qui doivent être tout simplement des défraiements selon les besoins de déplacement ou autres d'un projet porté. Tout à fait, absolument. J'ai bien compris l'idée. Merci. Vous voulez développer davantage? Oh, très bien. Très bien. Alors, je donne la parole à M. Nassim Bendali. M. Nassim Bendali, qu'est-ce que vous en pensez? L'exemple déjà des pays nordistes est intéressant parce que bon, ils sont caractérisés par certaines pratiques et par un certain côté de social-démocratie. Juste une petite précision en amont, juste le côté parité et tout, ça n'est pas Djihadid qui l'a imposé et certains critères relèvent de la loi électorale. Après, je rejoins M. Marlouf quand il dit, et je suis admiratif, quand il vous dit c'est un sacrifice pour moi. Je perds du salaire et c'est une sorte de volonté de mettre la main à la pâte et pour bâtir quelque chose. Je suis toujours dans cette démarche, je vous avoue, je pense que la majorité n'ont pas eu l'info. Moi, je ne me suis pas intéressé au salaire du député. Après, je me pose la question, n'ayant pas toutes ces informations, je me pose la question de la rémunération d'un travail sur la circonscription, la zone 2. Comment faisons-nous, comment fait un élu pour aller voir ses administrés? Comment ça se passe? Est-ce que le salaire sert à financer tout cela? Est-ce qu'il doit payer de ses poches? Je n'en sais rien. Moi, tout ce qui m'a intéressé dans un premier temps, c'est entrer dans l'institution, mettre la main à la pâte et participer à bâtir un état de droit, à entrer dans une dynamique. Je précise juste là, sauf erreur de ma part, un député jusque-là, en tout cas jusqu'à la dernière assemblée, était rémunéré et défrayé. C'est-à-dire, voilà, défrayé quand il s'agit de déplacement et un salaire. Continuez maintenant, c'était juste, je ferme la parenthèse. Voilà, pour l'information. Le plus intéressant, ça n'est pas le côté le plus intéressant de mon point de vue dans ce truc-là. En revanche, me concernant, je suis venu en France jeune. J'ai effectué plusieurs petits jobs pour aujourd'hui avoir un poste de cadre dans les transports maritimes. Les défis ne me font pas peur. Donc, je prends un risque. Comme monsieur, je me mets en disponibilité. Je ne sais pas si après je retrouverai mon job. Je ne sais pas comment les choses se font. C'est totalement secondaire. C'est vrai que c'est préoccupant. On pourrait s'y intéresser, on pourrait voir comment ça se passe, parce que c'est un volet qui touche, c'est les deniers publics, on parle de deniers publics, voilà, c'est une rémunération qui vient des impôts. Donc, il serait intéressant de regarder cela, mais en revanche, il faudrait éviter de voir le côté populiste pour dire, oui, il touche plus que ça. D'accord, votre idée est bien arrivée, comme on dit. Merci beaucoup. Donc voilà, par rapport à cette question, parce que c'est une question quand même qui revient très souvent, qui est posée et qui, dans la continuité de cette problématique de confiance et de défiance. Je vous remercie.